Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Si vous voulez. Je suis un familier des Cautères. Je suis intervenu souvent ici, mais il y a 5 ou 6 ans, du temps où j'étais à la DATAR, en charge du développement économique, l'aménagement numérique du territoire. Et maintenant, j'ai créé et je dirige à ADTEF, je vous dirai un peu plus ce que c'est, le département économie numérique. C'est parfait. D'autres précisions sur son CV? Non. Ça vous satisfait. La parole est à vous. Voilà, j'ai prévu donc de vous donner quelques informations sur les marchés publics dématérialisés transfrontières en Europe, avec un discours qui s'adresse à la fois aux acheteurs, mais aussi aux entreprises fournisseurs. Et donc, s'il y a peu d'entreprises, vous m'en excuserez. Alors, la question, donc en fait, revient d'abord la question, enfin, plus exactement. J'étais il y a quelque temps à un colloque à Bruxelles avec la Commission qui disait pourquoi l'Europe est en retard sur les États-Unis. Et elle dit c'est parce qu'on n'a pas fait notre marché intérieur. Et donc, deuxième question, comment faire pour avoir un marché intérieur plus performant? Et la Commission donnait l'exemple des marchés publics où aujourd'hui, il y a moins de 1% de marchés publics transfrontières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de marché commun dans les marchés publics en Europe. Moins de 1%. Et la Commission citait un exemple, ce programme PEPPOL, qui, à côté des aspects réglementaires sur les directives, est un moyen, un programme, un pilote, qui va permettre de pouvoir réaliser effectivement des marchés publics transfrontières. Donc c'est un appel à projet, c'est un projet de 30 millions d'euros. C'est un consortium piloté par les Norvégiens qui pilote ce projet, dans lequel la France est partie prenante, notamment donc avec ADTEF qui représente donc la France dans ce consortium et derrière avec tout un sous-consortium d'acteurs français. Donc c'est d'abord de ce projet dont je veux vous parler sur les marchés publics transfrontières. Je vais peut-être faire une petite incidente juridique en disant que ces questions donc, de marchés publics transfrontières, à mon avis, vont être source de pas mal de contentieux dans l'avenir. Parce que si une collectivité locale, par exemple, met des règles, ne serait-ce que sur la signature électronique, vous imposez la TSL ou je ne sais pas quel système de signature français, il est contraire à la directive puisqu'on impose d'avoir un numéro SIRET et qu'aucune autre entreprise en dehors de France n'a un numéro SIRET. Donc en imposant par exemple les règles françaises des documents qui sont dans la réglementation française, vous vous mettez immédiatement en faux par rapport aux directives européennes. Et par contre, si vous prenez les directives européennes, vous allez donc utiliser des signatures électroniques étrangères. Impactpo, elles ne sont pas conformes aux arrêtés français. Donc, quelle que soit la situation que vous prenez, vous êtes en tort juridiquement. On peut casser n'importe quel marché public. Alors, je parle ça sous contrôle des avocats. Bon, on n'est pas en train de faire des scénarios catastrophes, on est en train de dire qu'on est dans quelque chose qui est en train de monter et qu'il faut raisonner de façon pragmatique en se disant que sur le long terme, il va y avoir des marchés publics transfrontières. Alors, quand j'ai dit qu'il n'y en avait pas, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a beaucoup, mais ils passent toujours par le biais d'une filiale dans le pays. Si une entreprise étrangère veut répondre à un marché public d'une collectivité territoriale ou d'un hôpital ou de je ne sais qui, en général, elle utilise un représentant dans le pays qui va répondre au marché, et ce n'est pas en direct. Mais précisément, tout ça représente un coût. Et donc, l'objectif des marchés publics transfrontières, c'est de permettre aux fournisseurs étrangers de diminuer le coût des intermédiaires en France et donc de faire baisser le coût de l'achat globalement. Donc, le projet PEPPOL, qui a commencé mi-2008 et qui se termine en août, a développé 6 outils complémentaires. Un sur la vérification de signature électronique, de certificat de signature, un sur les catalogues, un sur des commandes, un sur de la facture, un sur un dossier d'entreprise
et un sur un réseau de transport sécurisé. Donc le programme arrive dans son terme, donc tous les outils ont été développés, les spécifications, tout ça a été normalisé à Bruxelles, au Comité européen de normalisation. Les logiciels ont été développés, ils ont été testés, ils sont en cours de mise en œuvre dans un certain nombre de plateformes de marché public françaises et étrangères, et ils sont en cours d'utilisation par des fournisseurs un peu partout en Europe. Des exemples, on va en donner quelques-uns. On est en train de faire transiter des marchés publics entre l'UGAP et le Conseil général de l'Aube. Donc ça passe par l'application SAP de l'UGAP, ça passe par une transformation avec les formats PEPOL normalisés, par exemple sur de la facture. Ça monte par le biais d'un point d'accès qui a été développé par la société CERES suite à un appel d'offres d'ADTF qui permet d'aller sur le cloud, donc sur le réseau sécurisé européen PEPOL. Tout ça est un projet. Ça redescend par un autre point d'accès qui est l'autre titulaire de notre marché, qui est une entreprise danoise, TradeShift, et ça redescend sur le Conseil général de l'Aube qui est capable de lire la facture. Donc voilà un exemple d'un pilote, on en a une cinquantaine comme ça, de genres de pilotes dans lequel on essaye de faire en sorte qu'une collectivité puisse recevoir des factures électroniques d'un fournisseur, en l'occurrence via l'UGAP. Dans les hôpitaux, on est en train de travailler sur des pilotes avec des catalogues, puisque là, il y a des gros problèmes de catalogue de produits. Donc l'ensemble des hôpitaux avec une e-achat, avec Auréa, donc des groupements d'achat, ont leur système. Donc on est en train de voir comment les relier. Donc ils sont des systèmes développés par la société Ubu. On essaye de voir comment les relier à PEPOL via un point d'accès PEPOL et à pouvoir travailler avec GS1, Pharmatique, avec l'ensemble des fournisseurs pour faire en sorte que l'ensemble des fournisseurs puissent proposer, alors en l'occurrence des catalogues, puisque quand un marché public d'un hôpital, c'est des listes de médicaments, des listes de produits médicaux avec des quantités de variantes. Et donc, il faut avoir un catalogue. Il faut savoir que les fournisseurs, aujourd'hui, répercutent sur les hôpitaux le prix de ces catalogues parce que chaque client a un format particulier de catalogue. Et il y a des batteries de gens qui travaillent dans les services de gestion des fournisseurs, des fabricants de matériel médicaux. Quand vous achetez un matériel médical, vous achetez des heures de personnes qui vont faire un tableau Excel différent pour chaque fournisseur parce que chaque fournisseur a un catalogue différent. Ici, tout est normalisé au niveau européen. Troisième genre de pilote, là c'est Chorus qui a été relié à PEPOL, qui fait que Chorus est capable de recevoir des factures électroniques de n'importe quel fournisseur, de n'importe quel pays sur des achats de l'État. Alors, les outils que PEPOL a développés sont, je vous en ai parlé de 6, c'est pas toujours simple. Si je prends l'exemple de la période donc de passation des marchés, donc la première chose, ça a été de travailler sur le dossier d'entreprise. Et je vais donner un exemple. La plateforme des marchés italienne, la Consip, n'avait aucun fournisseur français, tout simplement parce que les modes ne serait-ce que le numéro de TVA, il n'y avait pas la place dans la structure de base pour un numéro de TVA français. Donc ils ont changé leur système et aujourd'hui, donc, on a enregistré les premières entreprises françaises sur la plateforme des marchés italienne. Cet exemple est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a de nombreux produits, l'attestation URSSAF, l'attestation fiscale, et Emmanuel Poitvin en parlera tout à l'heure, sauf qu'ils n'ont pas le même format d'un pays à l'autre. Et donc, tout le travail de PEPOL, ça a été de dire qu'est-ce que vaut une attestation fiscale allemande, qu'est-ce que vaut une attestation URSSAF polonaise, qu'a tel format, et de pouvoir être capable de traduire au niveau français ce que vaut une attestation d'un autre pays. Donc ça, c'est le dossier d'entreprise dont Emmanuel Poitvin parlera tout à l'heure, puisque c'est aussi un des partenaires de PEPOL France. Sur les catalogues de même, il y a eu des travaux de fait, et puis je reviendrai sur la partie validation de certificat de signature. Des exemples, donc si on veut rentrer dans le dossier d'entreprise, on a des choses plus complexes. L'idée, c'est qu'un acheteur public dit je vais faire en droit français un MAPA qui est un marché de travaux ou je ne sais pas quoi. Il clique là-dessus. Il a en droit français un petit logiciel qui lui dit voilà en quoi ça correspond comme attestation, mais avec une sémantique européenne et plus avec une sémantique française.
C'est traduit dans chacun des pays avec la sémantique européenne et retraduit dans le langage du pays. Et par exemple, si un fournisseur français veut répondre à un appel d'offres italien, il répondra immédiatement qu'il manque le document qui est obligatoire en Italie, comme quoi le fournisseur n'est pas lié à la mafia. Ça fait partie des règles de l'Italie. Et inversement, quand un fournisseur d'un autre pays veut répondre, il a ses déclarations sur l'honneur, oui. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà ce genre de choses, donc avec des outils assez complexes au niveau juridique qui ont été développés et des batteries donc de produits, notamment qui permettra à l'entreprise, quand elle va répondre à un marché, de savoir si les documents qu'il fournit sont bons ou pas, et inversement pour l'acheteur, de savoir si les documents qu'il reçoit d'un fournisseur étranger correspondent ou pas aux règles françaises. Donc, sur le dossier d'entreprise, on est en pourparlers donc pour l'implémentation au CG10, chez nos amis de Certicor, sur la plateforme des marchés de l'État et dans les hôpitaux pour le catalogue. J'en viens aux outils de passation de marché, donc d'exécution de marché, pardon. Donc là, c'est un domaine où les Français, nous sommes, je pense, assez, autant sur la passation de marché, on était relativement en avance en Europe, autant sur la partie exécution de marché, nous sommes très en retard sur notamment tous les pays nordiques, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour aller porter des documents quand il fait froid, c'est simple. On a le Canada, la Finlande, etc., la Corée qui sont très en avance sur les pays du Sud, parce que nous, on aime bien se promener, mais eux, pas. Bon, mis à part cette petite incise, donc je crois que le domaine, en tout cas dans PayPal, qui s'avère le plus prometteur, c'est la facture électronique, parce qu'il y a des gains énormes. Si on peut éviter de saisir des factures, donc de faire des erreurs de saisie et de passer un temps fou pour essayer de les retrouver. Une erreur sur 100, c'est des heures et des heures de comptable pour essayer de savoir d'où vient l'erreur et de la rectifier, puis après de refaire tous les circuits inverses de facture. Quand on a directement connecté les flux de l'ERP du fournisseur à l'ERP du client, il n'y a pas d'erreur. Alors ça prend du temps à la mise en place, mais après, derrière, c'est long. Alors, l'expérience, elle est par exemple au Danemark, où les factures électroniques sont obligatoires dans les marchés publics depuis 2005. Ils ont mis un texte, l'État ne paye plus de factures papier, point. C'est simple. Donc ça veut dire qu'ils ont 7 ans d'expérience de factures électroniques. Ils ont 96% de factures électroniques parce que ce n'est pas obligatoire pour les fournisseurs étrangers. C'est pour ça qu'ils n'ont que 96%. Nous, on a 4%. Donc on a une courbe d'expérience plus forte dans d'autres pays. Et grâce à PayPal, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré les marchés des 4 pays scandinaves, donc Suède, Danemark, Norvège et Finlande, dans lequel aujourd'hui, même sans accord entre leurs fournisseurs de dématérialisation, ils sont capables d'échanger des factures entre acteurs publics et acteurs privés dans ces 4 pays. Ils ont fait leur intégration des 4 pays scandinaves. Alors pour l'Europe, c'est plus difficile. Pour le reste de l'Europe, c'est plus difficile. On a dû faire des développements, on a dû faire des appels d'offres. Aujourd'hui, on est capable de le faire. Chorus est capable de recevoir des factures étrangères au format, compatible PayPal. Et il n'y a pas besoin d'accord préalable entre un fournisseur et un acheteur pour pouvoir envoyer des factures. Ça, c'est assez important. Et donc aujourd'hui, tout ça fonctionne. Et on est en train donc d'essayer de développer, de faire des essais. Donc on est en train de rechercher des partenaires avec qui on pourrait tester ces factures électroniques. D'ailleurs, que ce soit principalement marché public, mais pas uniquement. Et souvent transfrontières, on y reviendra. Tiens, ça passe tout seul là. Donc, au terme de notre appel d'offres, on a créé donc on a retenu 2 entreprises qui ont créé un point d'accès au réseau PayPal, donc TradeShift et CRS. Et derrière, ils ont 2 offres. D'abord, c'est des sociétés qui font de la facture électronique, donc ils ont des offres de facture électronique au format PayPal, mais ils ont aussi une offre de point d'accès pour permettre à n'importe quelle plateforme de se connecter à PayPal via leur point d'accès sans être obligé de refaire les développements. Donc déjà, le CG10 est connecté à TradeShift, Chorus est connecté à CRS, mais peu importe, quel que soit le point d'accès où les gens sont connectés, ils sont connectés au réseau PayPal. Aujourd'hui, il doit y avoir 25-30 points d'accès sur toute l'Europe à PayPal. Ça a commencé par les pays scandinaves. Et cet après-midi, à Karlsruhe, aura lieu l'inauguration du premier point d'accès allemand par justement la société française CRS du groupe La Poste, donc tout à l'heure.
Voilà donc pour ces offres Alors, on se dit que les offres... En fait, on a réfléchi un petit peu sur ces questions de facture électronique. C'est important d'en parler parce que PayPal est en train de bouleverser les modèles économiques classiques. Les modèles économiques classiques des fournisseurs de factures électroniques, c'est donnez-moi vos factures papier, je vous les dématérialise et je vous fais payer la facture. Le modèle de TradeShift, c'est la facture électronique est gratuite pour tous les fournisseurs, mais par contre, ils disent celui qui gagne le plus, c'est l'acheteur, quand il est gros surtout, et donc ils disent aux acheteurs, payez-moi un petit peu et je vous aide à dématérialiser les factures de tous vos fournisseurs. Typiquement, ils nous ont donné l'exemple l'autre jour de Kuehne + Nagel, une grosse entreprise internationale qui avait 60 000 fournisseurs. En 4 semaines, ils ont eu 60% des fournisseurs de Kuehne + Nagel qui sont passés en facture électronique. Donc ça fait des gains énormes en gestion pour l'acheteur public. Donc le modèle, donc ça c'est le modèle de TradeShift, le modèle de CRS est assez différent. Eux, c'est de dire la facture, c'est un point tout à fait annexe dans la gestion de la dématérialisation globale de l'entreprise. Et donc, ils rajoutent la facture comme un élément supplémentaire, la facture au format PayPal, comme un élément supplémentaire pour leur solution de dématérialisation complète sur le client. Donc, on a des modèles assez différents de facturation électronique. Il faut savoir qu'à Bruxelles, quand on a un appel d'offres, ici en l'occurrence PayPal, c'est la DG ASFO, il y a toujours les autres directions qui font la même chose. Donc la DG Entreprise, elle aussi, a lancé un appel d'offres ou a lancé des programmes sur la facture électronique. Elle a créé un forum européen de la facture électronique en demandant à chaque pays de créer son forum de la facture électronique. Et donc le ministère de l'Industrie, la DG6, a lancé avec Frédéric Lefebvre, a lancé donc le Forum français de la facture électronique au mois de janvier. Donc on était le 21e pays européen à le lancer, avec des échanges de bonnes pratiques entre les pays. Il faut savoir que donc la France, on est bien en retard, mais parfois on rattrape le retard. Donc il existe aujourd'hui des offres tout à fait opérationnelles de facture électronique, y compris dans les marchés publics, et ça c'est important. Sur la signature, donc là l'idée c'est d'être capable de, quand vous recevez un marché signé, de savoir ce que vaut la signature. Alors quand il est français ça va, mais quand il n'est pas français c'est pas évident. Donc on est en train de... Alors PayPal a développé une norme donc, avec des logiciels et un réseau. Donc la société Lex Persona en France est connectée à ce réseau. Mais aussi le achat public est en train de le faire, l'achatpublic.com, et puis d'autres acteurs sont en train d'utiliser ça. On est en train d'essayer de le mettre en place sur la plateforme du CG10 et sur la plateforme de l'État, donc de manière à ce qu'un acheteur public soit capable de dire est-ce que la signature de l'émetteur d'un document elle n'a pas été révoquée dans son pays. C'est des produits qui ne sont pas encore complètement mûrs. Il y a d'autres normes. On n'est pas certain que ce sera la norme PayPal qui va s'implanter. Mais ce dont on est certain, c'est que ces genres d'outils vont se développer. Je lisais avant-hier un article un peu amusant d'une thèse d'un jeune ingénieur des mines qui disait que la signature électronique se développait dans les pays pauvres. Et donc, elle n'a pas marché en Europe, elle n'a pas marché en France, elle n'a pas marché en Angleterre. Je me souviens de Grandénon qui disait ça ne sert à rien. Je l'ai entendu dire une fois qu'il n'était plus au ministère. N'empêche que ça marche très fort en Inde, ça marche très fort au Portugal, ça va marcher en Afrique. À DTF, on est en train, nous, de mettre en place la signature électronique en Jordanie, au Burkina Faso. Donc ça marche mieux dans ces pays-là où les gens ne se connaissent pas et ils ont impérativement besoin d'avoir une sécurisation des échanges. Et donc, je suis à peu près certain que la signature électronique va se développer, même si je pense qu'on a encore quelques mois pour trouver les bons formats. Mais dans ces choses-là, la courbe d'expérience compte. Et donc, même si on ne prend pas le bon format au départ, ce qu'on a appris avec un format sera utile pour la suite. PayPal, donc, permet de faire de la reconnaissance et de la validation de certificats de signature étrangers. Donc voilà un exemple du portail de Lex Persona qui permet donc de faire de la vérification de certificats de signature. Alors, quelle est la suite? Donc PayPal se termine. D'abord, quel est le présent? PayPal donc se déroule jusqu'au 31 août.
Donc aujourd'hui, on profite des derniers mois pour aider des acteurs, publics ou privés, à se connecter à PayPal, avec un avantage qui est que tant que nous sommes là, on a 5 ou 6 personnes, avec tout un support technique gratuit pour des acteurs qui voudraient profiter donc de cette période jusqu'au mois d'août pour pouvoir se connecter à PayPal et donc être de cette manière-là capable de recevoir des marchés, des offres de fournisseurs étrangers. Et pour les entreprises, être capable de pouvoir donc répondre en ligne à des marchés publics étrangers. Et puis, notre objectif aussi est d'avoir un maximum de transactions en faisant en sorte que ceux qui vont nous aider à expérimenter ces transactions, nous allons donc lancer un petit marché à 0 € pour pouvoir faire des tas d'essais. Mais ce que nous allons faire, donc, c'est que nous allons faire une promotion et mettre en valeur les acteurs qui vont nous aider à faire ces transactions pour que dans cette affaire, les acteurs qui essaieront de tester ces outils passeront un peu de temps, donc ils y perdront, mais ils y gagnent dans la courbe d'expérience, ils y gagneront en mise en valeur médiatique. On est en train de travailler donc sur des échanges transfrontières. Transfrontières, ça ne veut pas forcément dire entre des pays. Alors bien sûr, entre la France et l'étranger, c'est le cœur, mais la Commission considère qu'en fait, quand on dit transfrontières, c'est entre des frontières de communauté. Si on prend de la facture électronique, on a la communauté de Dematis, la communauté de Biprocess, la communauté de Hobiten qui ne se parlent pas, ou du moins qui se parlent seulement s'il y a des accords. Donc l'idée, c'est d'être capable de travailler en milieu hétérogène, et donc ça peut être avec des essais PayPal, des essais franco-français. Et typiquement, bon, par exemple, entre France Télécom et Chorus, on va essayer de voir si on ne peut pas passer par PayPal, on va essayer de voir si on ne peut pas expérimenter ces passages en milieu hétérogène plutôt qu'en milieu classique. Il faut savoir qu'actuellement, France Télécom va directement pointer sur Chorus et que le ministère des Finances ne veut plus que les entreprises pointent sur Chorus. Ils ont fait un logiciel tampon qui est un concentrateur de factures électroniques. Et donc aujourd'hui, ils souhaitent que tous les fournisseurs aillent sur ce concentrateur, lequel est relié à Chorus. Donc les entreprises ne pourront plus se connecter directement à Chorus, mais pourront se connecter soit au concentrateur, soit à n'importe quel point d'accès PayPal du monde. Et à ce moment-là, ils se retrouveront connectés à Chorus. Donc on est aussi en train de faire un petit tour d'Europe pour inciter nos partenaires étrangers à envoyer des factures électroniques, à envoyer des offres, à recevoir des offres de fournisseurs français. Et donc on va aussi faire donc les chambres de commerce nous ont donné leur accord pour qu'on puisse avoir une démonstration permanente des outils dans leur centre de démo et dans leur centre de formation des conseillers des chambres de commerce et des chambres d'agriculture. Donc voilà quelle était l'invitation pour aujourd'hui. Donc il y aura une petite conférence de presse à Karlsruhe tout à l'heure. Après, qu'est-ce qui se passe? Puisque PayPal se termine, eh bien, l'Europe, la DG Info a décidé à lancer le 1er février un nouvel appel à projet qui s'appelle Basic Cross-Sector Services. Donc, toute cette partie-là, je l'avais plus destinée aux entreprises, en considérant que ce qu'on dit là va les intéresser directement. Donc, l'idée, c'est de continuer à faire ce qu'a fait PayPal, mais plus seulement sur l'aspect marché public, sur tous les domaines publics, que ce soit donc pour les entreprises, pour les gouvernants, pour les gens qui voyagent, et que ce soit pour tous les domaines, justice, santé. Donc typiquement, si on part à l'étranger et qu'on se retrouve malade, comment on fait pour acheter les médicaments avec une ordonnance d'un médecin français? Enfin, toutes ces questions d'interopérabilité de marché commun sont en train d'être mises en place. Et donc ce que fait la Commission, c'est de dire, à partir de l'expérience de PayPal et de 4 autres projets, dans la justice, dans la santé, dans les entreprises, comment faire des briques de logiciels qui soient les briques certaines pour tous les projets futurs. Donc on est en train de travailler sur la consolidation des essais. Donc on est en train de bâtir le consortium avec le ministère de l'économie, le ministère du budget, de la justice, mais aussi avec des partenaires. On ne souhaite pas travailler donc les sous-consortiums. Le consortium France qu'on va bâtir peut parfaitement comprendre des collectivités territoriales. Au début, on avait pensé partir avec Bourgogne. Bon, ils ont eu d'autres sujets. On est en parler avec la région Île-de-France, avec la ville de Paris, avec Mégalis, avec le CG10. Donc, on est tout à fait prêt à travailler avec des collectivités sur ces expérimentations transfrontières. Et puis derrière, cet appel à projet donc, va durer 2-3 ans. La Commission réfléchit à un projet, alors là, cette fois-ci, ça se compte en milliards d'euros,
d'un nouvel instrument financier qui s'appellera Connecting Europe Facility, donc qui n'est pas encore adopté par le Parlement européen, mais qui consiste à faire en sorte, donc à l'époque c'était les trains, les routes, les bateaux, donc toutes les infrastructures au niveau donc transnational, et donc la Commission a quasiment décidé de pouvoir mettre des couches de services, et donc on y verra aussi en même temps que les routes, les autoroutes, les voies de chemin de fer, l'interconnectivité des systèmes d'information publique. Donc la Commission réfléchit à ça, et les projets, donc PEPPOL plus Basic Cross Sector Services, sont dans cette perspective de préparer donc ce que financera la Commission en matière d'interopérabilité des logiciels. Voilà donc les informations que je voulais vous donner, non sans dire un petit peu quelques mots sur ADTF avant de conclure, à savoir que ADTF, on est l'acteur public français qui intervenons donc à l'international sur le marché B2G, ça veut dire d'assistance technique au gouvernement en matière d'économie numérique, sachant que on a d'abord des croissances fortes sur les interventions de l'Union européenne dans le cadre d'Europed ou de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement ou de la Banque asiatique de développement pour tout ce qui est coopération technique. En gros, ce que disent ces acteurs, c'est de dire si on veut freiner l'immigration, il faut permettre aux pays plus pauvres de se développer. C'est les objectifs du millénaire sur la lutte contre la pauvreté. Donc il y a énormément d'argent multilatéral. Et cet argent, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la part des technologies d'information est en forte croissance, puisqu'aujourd'hui, la Banque mondiale dit que dans la moitié de ces projets, maintenant, il y a un volet technologie d'information. Donc avant, par exemple, sur mettre en place des lois sur les PPP, mettre en place des lois sur les marchés publics, mettre en place des codes de marché, toutes ces choses-là sont financées par les acteurs publics internationaux. Et donc, pour la France, il y a des acteurs privés. Et donc, l'acteur public, c'est ADTF qui répond à des appels d'offres internationaux. Et donc, PEPPOL, c'est une réponse à un appel, cette fois-ci appel à projet, mais peu importe, de la Commission européenne. Donc, c'est notre métier. Et bien sûr, pour tout ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des experts des collectivités locales, des experts d'Écoterre. Enfin, on est toujours à la recherche d'experts pour répondre à des appels d'offres internationaux, pour aider tel ou tel pays. Je vous ai parlé de la Jordanie ou du Burkina Faso, sur lequel on travaille en matière de signature électronique, mais on a un département marché public, partenaire public-privé à ADTF, dans lequel on propose de l'expertise au gouvernement étranger. On est toujours à la recherche d'experts. Voilà, donc c'est des choses, c'est un petit secteur donc, que j'ai créé, un département que j'ai créé il y a 4 ans et qui est en pleine croissance. Le marché est tout à fait est 10 fois plus gros que ce qu'on peut atteindre. C'est un marché énorme. Et on a aussi un club pour des experts donc qui le souhaiteraient, soit pour les former à répondre à ces questions, soit pour les aider à rentrer dans ces projets internationaux d'assistance technique, donc un club Exportig, donc qui permet à des experts individuels ou à des entreprises de pouvoir rejoindre un petit peu ce club des gens qui travaillent à l'international, donc en assistance technique au gouvernement étranger. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors, on a des offres diverses et variées. L'objectif qu'on a, c'est que les Français soyons plus présents à l'international. Nicolas Tenzer qui disait auparavant, donc l'influence d'un pays se mesurait aux diplomates. Aujourd'hui, c'est plus ça qui compte. Les pays étrangers s'intéressent aux experts concrets. Et la diplomatie, c'est une chose. On me racontait aussi... quelqu'un d'autre me disait il y a une réunion sur Internet avec un certain nombre de pays, les différents pays envoient leurs experts. Celui qui envoie un diplomate est immédiatement discrédité parce que lui ne connaît pas le sujet. Et donc on arrive dans un domaine où ce sont les experts qui commencent à avoir une influence plus importante. Et donc l'idée c'est que si la France est plus présente dans l'assistance technique internationale, ça pourra renforcer notre influence à l'étranger. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Alain Ducasse. J'en conclus que pour être un bon diplomate, il ne faut pas connaître les sujets. Ce qui est peut-être vrai. Est-ce que vous avez des questions là, à poser à Alain Ducasse avant qu'on passe à la deuxième partie de notre matinée? Bonjour. Philippe Vachirou, donc l'association Capucine.net. Nous travaillons
pour favoriser l'usage de nouvelles technologies dans les collectivités territoriales. Pensez-vous que le label IDENUM associé à Digital Object Architecture, ça DOA, associé puisse être porté à l'exportation et créer donc l'identité numérique européenne qui faciliterait donc tous ces échanges, c'est-à-dire chacun aurait son identité lui permettant de dématérialiser, d'avoir sa carte Vitale 3, son titre de transport, etc. Pour que ça soit fait, il faudrait qu'il y ait des discussions en amont avec les partenaires étrangers. Je n'ai pas connaissance qu'il y en ait. Donc en fait, notre attitude, c'est qu'on paye 3 fois. Une fois pour développer en France, une fois pour donner de l'argent à la Commission pour qu'elle développe, et une troisième fois pour mettre les deux d'accord. Alors il faut faire appel aux anonymes ou aux indignés. On pourra en parler. On essaye de faire en sorte que, si vous voulez, dans les ministères, vous avez des gens qui travaillent sur les directives, il y a tout un travail de fait, mais pour mettre en place sur des affaires opérationnelles comme IDENUM ou plein d'autres, la coopération internationale en amont, eh ben ça n'existe pas encore et c'est tout un travail. Est-ce que ça peut partir de la base? Par exemple, la Suisse, ça fait Swiss ID. La France est en train de faire IDENUM. Travaillons avec la Belgique, qui également a une carte d'identité électronique. Oui. Essayons de faire un consortium, si vous voulez, inter-entreprise, inter-collectivité, pour démontrer la faisabilité de la chose. Il y a des dizaines d'études sur l'e-ID dans le monde. La Banque mondiale est très en avance. Il y a un groupe piloté par le FEDIC belge auprès de la Banque mondiale à Washington, un groupe d'experts mondiaux. La France n'est pas dedans. Merci.